Mardi 15 février de l'an 2021, bonsoir, bienvenue tout de suite. Le sommaire. La Commission électorale nationale autonome Sénat a retenu 3 candidatures pour l'élection présidentielle du 11 avril 2021 après examen des 20 déclarations enregistrées. À suivre dans cette édition, le président Emmanuel Tiando qui donne les détails sur la liste provisoire des candidats retenus. À suivre également dans cette édition, la réaction de l'honorable Orden Aladatin, membre du bureau politique du parti Union progressiste, en réponse aux propos tenus par Rekiat Madougou, qui, au détour d'une conférence de presse du parti politique Les Démocrates, a déclaré que les députés et les maires n'ont pas été libres afin de parrainer les candidats de leur choix. Tokpa Roué 2021 s'est achevé le samedi 13 février sur une note de gaieté à Cotonou. Usagers du marché d'Antokpa et autorités en charge de la gestion de cet espace marchand ont transformé l'église Saint-Michel de Cotonou en une salle de fête. Les détails dans un instant. Bonsoir si vous nous recevez. La Commission électorale nationale autonome Sénat a retenu 3 candidatures pour l'élection présidentielle du 11 avril 2021 après examen des 20 déclarations enregistrées. L'actuel chef d'État Patrice Talon fera face à 2 adversaires des partis de l'opposition. L'institution électorale a dévoilé la liste provisoire des candidats retenus le vendredi dernier lors d'un point de presse. Suivez le président Emmanuel Tiando pour plus de précisions. Liste provisoire des candidats à l'élection présidentielle du 11 avril 2021. Duo numéro 1. Candidat au poste de président de la République, M. Alassane Soumanou. Candidat au poste de vice-président de la République, M. Paul Oungpé. Duo numéro 2. Candidat au poste de président de la République, M. Patrice Athanase Guillaume Talon. Nom et prénom du candidat au poste de vice-président de la République, Mme Mariam Chabi Talata. Duo numéro 3. Candidat au poste de président de la République, M. Corentin Aglesesi Kowe. Nom et prénom du candidat au poste de vice-président de la République, M. Irénée Josias Agossa. Passé au filtre, les 17 autres déclarations de candidature n'ont pas répondu aux exigences de la loi, d'où leur rejet sous réserve de l'arbitrage de la Cour constitutionnelle. Le président Emmanuel Tiando expose les fondements de la décision des commissaires. Les motifs de rejet des déclarations de candidature se présentent pêle-mêle comme suit. 1. Absence d'au moins 16 parrainages d'élus, conformément aux dispositions de l'article 132, dernier alinéa du Code électoral. 2. Absence d'un candidat et ses pièces pour le poste de vice-président de la République. 3. Absence de la quittance de paiement de la caution. 4. Absence de la déclaration de candidature en double exemplaire. 5. Absence de quitus fiscal. 6. Absence de déclaration sur l'honneur des candidats. 7. Absence de certificat de nationalité. Et 8. Absence de bulletin numéro 3 du casier judiciaire. Ces insuffisances et lacunes seront constatées à travers une décision qui sera notifiée aux candidats dont les dossiers ont été rejetés. Au terme de cette publication de la liste provisoire des candidats à l'élection présidentielle, je voudrais rappeler que
les décisions que nous venons de prendre sont des décisions susceptibles d'un recours devant la Cour constitutionnelle, qui est le seul juge du contentieux électoral. Je demanderai donc aux candidats qui ne sont pas satisfaits de recourir à cette instance qui pourra leur donner raison ou bien confirmer la décision que nous venons de prendre. En fin de mission préélectorale au Bénin, le président de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, Jean-Claude Kassy-Brou, s'est prononcé sur la publication de la liste provisoire des candidats pour la présidentielle d'avril prochain. Oui, nous venons effectivement d'être informés que la Commission électorale a publié la liste provisoire conformément aux dispositions légales en vigueur. Nous n'avons pas évidemment connaissance de cette liste. Vous dites qu'elle vient d'être publiée. Ce que nous recommandons, ce que nous avons toujours dit dans le communiqué, nous avons encouragé au dialogue, que les différentes parties se parlent, mais en tout état de cause, dès que nous allons avoir le détail, nous allons examiner, mais ce que nous avons noté au niveau de notre rencontre avec la Commission électorale nationale aujourd'hui, c'est qu'ils étaient dans ce processus, qu'ils allaient faire ce travail conformément aux dispositions en vigueur. Donc nous avons souhaité que la loi soit respectée, qu'ils le fassent conformément aux dispositions légales en vigueur, réglementaires, et que donc je crois qu'après cette étape, ça va à la Cour, et là il y a un certain délai qui sera donné avant que la liste définitive soit finalisée. Donc nous allons suivre tout ça, mais surtout, comme nous l'avons dit dans notre communiqué, nous encourageons vraiment les partis à œuvrer dans le sens donc, de maintenir la paix, de suivre les dispositions légales et réglementaires, et nous allons voir un peu qu'est-ce qui va ressortir des décisions qui vont venir de la Cour constitutionnelle par rapport à la liste des candidats. Afin d'évaluer le processus électoral à mi-parcours, l'organisation sous-régionale a dépêché une délégation conduite par la ministre des Affaires étrangères du Ghana, Shirley Ayorkor Boswey, présidente en exercice du Conseil des ministres de la CEDEAO. Une déclaration a sanctionné la fin de la mission effectuée les 11 et 12 février 2021. Francis Oké, cadre de l'institution, donne la teneur de ce communiqué final. La mission s'est entretenue avec les principales parties prenantes, notamment le président de la Cour constitutionnelle, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le président de la Sénat et le président de COS-LEPI. La mission a aussi rencontré une délégation des partis politiques de l'opposition, une délégation des partis politiques de la mouvance présidentielle et les représentants de la société civile. La mission a également eu des consultations avec des membres du corps diplomatique accrédité en République du Bénin. La mission a pris note des réformes politiques engagées par le gouvernement pour faciliter le processus électoral et s'est félicitée de l'état d'avancement du processus électoral, notamment la publication du calendrier électoral, l'enregistrement des candidatures, la transmission du fichier électoral à la Sénat par le COS-LEPI et la publication dans les prochains jours de la liste provisoire des candidats retenus au niveau de la Sénat. La mission a pris acte des dispositions sécuritaires prises par les autorités pour assurer un processus électoral sécurisé, notamment la sécurisation des candidats, la sécurisation du matériel électoral et des observateurs, ainsi que l'ensemble des parties prenantes du processus électoral. La mission a été informée de la tentative d'agression sur l'un des candidats présumés à l'élection présidentielle, ainsi que des enquêtes qui ont cours, et elle encourage les autorités à poursuivre ces enquêtes pour établir les faits et éventuellement sanctionner les auteurs.
La mission demande à toutes les parties d'éviter des discours de haine qui incitent à la violence et créent un climat de tension. La mission exhorte tous les acteurs sociopolitiques au dialogue pour créer les conditions favorables à la tenue d'élections crédibles et inclusives et renforcer ainsi le climat de paix dans le pays. La mission a rendu une visite de courtoisie à son Excellence Patrick Guillaume Athanase Talon, président de la République du Bénin, qui a apprécié l'initiative et a expliqué les raisons qui justifient la mise en œuvre des réformes et a rassuré la mission de l'engagement du gouvernement à continuer à œuvrer avec les parties prenantes pour la tenue effective d'une élection participative, crédible, transparente et apaisée. La mission a enfin renouvelé le soutien de la CEDEAO au peuple et aux autorités de la République du Bénin et annoncé le déploiement de la mission d'observation électorale dans le cadre de l'élection présidentielle du 11 avril 2021. Suite à la conférence de presse du parti politique Les Démocrates animée par Rekiat Madougou, au cours de laquelle cette dernière a fait des affirmations insinuantes que les députés et les maires n'ont pas été libres pour parrainer les candidats de leur choix, Euseo TV s'est rapproché de l'honorable Orden Aladatin afin d'en savoir ce qu'il en est. Le député membre du bureau politique Union progressiste balaie du revers de la main ce qu'il qualifie d'allégation et invite Rekiat Madougou à publier les preuves de ses échanges avec les députés et ou les maires. Suivons un extrait de ses propos recueillis par Abdelkader Achirou et Seton Delarios Adjaboué. J'ai suivi l'intervention de ma sœur Rekia et nulle part elle n'a pu démontrer que nous n'étions disponibles pour donner le parrainage aux démocrates. Au fait, puisque cette question revient de façon redondante, oui. D'accord, c'est constant que au moins les démocrates n'ont fait aucune démarche visible. Ce que l'on sait de façon constante, c'est que le président du parti a dit qu'il n'en voulait pas. Et là, il ne l'a pas nié depuis. Je ne sais pas là où il y a la polémique. Il y a un autre personnage, une autre personnalité des démocrates, M. Azatassou, oui, qui a dit sur les ondes de Frisson Radio que eux autres, ils ont tout mis en œuvre pour pouvoir réunir leurs pièces, mais qui n'iront pas requérir les parrainages pour démontrer à l'opinion nationale et internationale que c'est du fait des réformes de Patrice Talon que eux autres ils sont exclus. Mais voilà leur plan, voilà leur stratégie. Je ne sais pas d'où vient cette subite envie de démontrer, parce qu'ils ont vu que l'opinion n'a pas été d'accord avec leur mauvaise stratégie qui consiste à ne pas aller chercher les parrainages. Donc je peux voir pourquoi il y a un peu d'agitation de ce point de vue. Mais sur la constante de ce que les démocrates, en tout cas officiellement, on dit qu'ils ne voulaient pas de parrainage, c'est constant. Mais donc quand Mme Rekia parle, moi j'hallucine. Parce que les choses ont changé dans le pays. Il ne s'agira pas pour des individus de venir parler. Nous avons dans le viseur les partis politiques. Et le parti Les Démocrates a dit de façon constante, ce qui a par ailleurs embarrassé nos militants parrains. Je vais vous dire quelque chose. Oui. Ce n'est pas Mme Rekia qui est venue nous voir. C'est d'abord nos responsables qui ont recommandé aux maires et députés UP d'avoir à parrainer les démocrates et les SCBE. C'est une recommandation forte qu'ils nous ont faite. Parce que quoi? Les parrains, ils sont pour la plupart UP, ils sont pour la plupart BR. C'est un problème qui s'est posé à nous et nous l'avons annoncé depuis qu'il faut ouvrir le jeu. Le président de la République aussi a dit qu'il faut ouvrir le jeu. Nous n'allons quand même pas aller présenter le seul duo Patrice Talon et Talata à nos concitoyens. Nous n'allons pas faire ça.
À travers une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, le député Ahmed Afo Tidjani alias Oui affirme ne pas avoir connaissance du candidat qui a bénéficié de son parrainage, étant donné que son formulaire après retrait a été déposé au siège de son parti, Union progressiste. Je vous invite à suivre ce qu'en pense le député Ordena Aladatin sur ses propos préévoqués. Il a peur de qui? De quoi? Il n'a pas été clair, il n'a pas dit. L'honorable Soui qui parle là, il a parlé de Rekia Madougou. Ouais. Mais la candidature de Rekia Madougou même là a été validée quand? Mais on est resté même le dernier jour jusqu'à nous, on n'est pas là à attendre ça. Vous voyez, bon, c'est lui ça. Vous comprenez? Oui. Tout ce qu'on fait, c'est le parti n'a jamais interdit à qui que ce soit de parrainer le duo démocrate. Pour faire court, hein. Oui. Au contraire, le parti, c'est-à-dire nos responsables, ont souhaité, n'ayant pas le parrainage eux-mêmes, ils ont souhaité que le duo démocrate ait un parrainage. Vous savez, la réforme du système partisan fait peser quelques contraintes pour chacun d'entre nous. Il se fait que chacun d'entre nous n'a plus toute la liberté de faire ce qu'il veut au fait. D'accord? C'est ça déjà l'esprit de la réforme du système partisan. Il se fait simplement qu'en tant que député, le mandat étant non impératif, on ne peut pas exiger. Mais quand le parti recommande, vous vous dites, mais comment? Ce n'est pas pour rien que même notre parti au bureau politique a dû nous libérer. Parce que si le parti n'avait pas sorti le communiqué de presse qu'on a sorti après notre réunion du bureau politique, peut-être que les collègues auront beaucoup plus peur de dire, mais est-ce que le parti ne va pas dire que nous ne suivons pas la discipline? Parce que le candidat que le parti a désigné s'appelle Patrice Talon. Oui. Donc si le parti même ne dit pas quelque chose, il y a de quoi qu'il y ait quelques craintes. La seconde chose que je voulais dire, c'est quoi? Si nous ne nous parlons pas entre nous, nous avons 20 candidats. Si chaque candidat se lève, je vais vous donner, par exemple, l'honorable Tchaou. L'honorable Tchaou a été à l'école avec le candidat qui s'appelle Kenenon. Mais quand l'honorable Tchaou, moi, m'a dit qu'avec Kenenon, lui, il a été à l'école, que Kenenon va m'appeler, qui viendra me voir. Kenenon, même le dernier jour, m'a envoyé des émissaires ici. Mais j'ai dit, mais je ne peux pas, parce que si nous donnons n'importe comment les parrainages, on ne réussira même pas à stabiliser un certain nombre de candidats. C'est une question mathématique. Regardez, il y a 20 candidats. Si chacun de nous fait à volo, et que chacun donne, et qu'au finish, je sais que bon, peut-être le candidat Patrice Talon aura ses parrainages, mais si les autres donnent pêle-mêle tel qu'on veut là, mais au décompte, peut-être aucun des autres ne pourrait ne même pas avoir 16 parrainages. C'est ça, ce qui fait que nous autres députés, nous avons été obligés de nous parler un peu. Mais ça pose problème aujourd'hui, ça ne posera pas problème demain. Parce que ce que je voudrais dire, c'est ceci. Demain, chaque parti n'a qu'à s'organiser pour avoir le nombre de parrainages requis. Vous savez quoi? Demain, en 2026, si c'est 2 partis qui ont parrainage, les 2 seront candidats. Hein. Donc c'est pour ça que pour les échéances, là, nous n'avons qu'à se battre, puisque le parrainage est là. Ce n'est pas là où on est tombé qu'il faut aller. C'est là où on a trébuché. C'est ce que nous voulons éviter. Imaginez que depuis le début du processus, les démocrates soient dans le système et qu'ils aient leur norme de parrainage requis. Est-ce qu'on serait en faire ce débat-là aujourd'hui? Si le président Yaïboni n'avait pas tiré entre les pattes des FCBE pour les empêcher d'avoir le nombre de parrainages requis, est-ce que les démocrates n'auraient pas eu le nombre de parrainages qu'il faut? On ne serait pas en train de dire ça. Il faut comprendre que nous n'avons, en dehors du fait que nous sommes dans une phase atypique, nous n'avons plus aucune obligation morale hein, et légale surtout de parrainer. Et les démocrates, ils ne sont pas le plus grand parti de l'opposition. C'est les FCBE, les plus grands partis de l'opposition. Et dans ce jeu-là, les FCBE, ils sont qualifiés, on a dit non. Et le vice-président des démocrates, ils n'ont qu'à s'unir autour de leur vice-président hein, pour faire tomber, parce qu'ils ont dit que même une mouche devant Patrice Talon va le battre. C'est le moment de s'unir derrière la mouche pour faire échouer Patrice Talon, je ne sais pas. Tokpahoui 2021 s'est achevé le samedi 13 février sur une note de gaieté à Cotonou. Usagers du marché d'Antokpa et autorités en charge de la gestion de cet espace marchand ont transformé l'église Saint-Michel de Cotonou en une salle de fête avant de s'ébranler vers un espace plus approprié pour des
son compte rendu. Les usagers du marché d'Antokpa ont transformé l'église Saint-Michel de Cotonou en une salle de fête le samedi 13 février dernier pour l'ultime culte dans le cadre de Tokpa pour 2021. Un instant de joie et d'action de grâce. Il est de bon ton qu'on puisse venir dire merci à ce grand Dieu qui nous a protégés pendant 1 an. Et nous sommes là aujourd'hui pour lui dire merci parce qu'il ne mérite que des actions de grâce. Nous le faisons déjà et nous allons continuer toujours les œuvres que nous avons commencées. Parce que nous avons commencé, il faut vraiment que le marché aussi soit assaini. Il faut que les gens vivent aussi dans de bonnes conditions. Et le DG et moi, nous sommes à pied d'œuvre pour que ces usagers vraiment puissent avoir satisfaction. Le directeur général de la SOGEMA a pris une part effective à cette célébration. Il a promis à l'occasion poursuivre les réformes pour un mieux-être des usagers du marché d'Antokpa. La SOGEMA s'attelle à offrir un cadre décent à ces usagers afin que ces derniers puissent tourner les activités dans la convivialité et dans un cadre décent. Aussi, dans Tokpa, c'est la fête qui nous amène à beaucoup prier, puisque cette année-ci, nous l'avons placée sous le sceau de l'union, de la convivialité et de la prospérité partagée. Après 3 jours de fête, le rideau tombe sur Tokpa 2021. D'ici la prochaine célébration, les usagers du marché d'Antokpa retournent à leur quotidien. Spiritualité dans cette édition. Le sang dans la pratique du vaudou est primordial car il regorge d'une énergie dont l'entité a besoin pour agir. Écoutons Soleil Maunakmon, métaphysicien à ce propos. Il est au micro de Jacques Maouyo d'Albenga. Avant de commencer, je dirais Ago 3 fois. Parce que pour aller au couvent, il faut sonner son arrivée. Nous sommes en métaphysique et nous n'allons pas nous empêcher de dire les choses, nous allons dire la vérité telle. En fait, l'utilisation du sang, ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Mais avant de l'utiliser, il faut connaître la loi, il faut comprendre ce que dit la loi. Qu'est-ce que le sang? Quand nous prenons un individu, déjà, nous savons que c'est le sang qui est le liquide qui fait circuler les nutriments et tout le reste dans tout le corps. Et donc quand nous prenons n'importe quelle partie du corps, nous avons le sang. Donc le sang est un élément très capital. Le sang est un élément vital de l'organisme. Le sang contient alors de la vitalité. Et donc l'utilisation du sang peut permettre l'utilisation d'une certaine vitalité. Donc quand on va à la pratique de vaudou en utilisant du sang, c'est cette vitalité qui est recherchée. Mais en fait, cette vitalité provient d'où? En métaphysique, on dit que le sang, c'est du feu liquide. Feu liquide parce que le sang que nous avons dans notre corps est en relation avec, disons, notre premier chakra, le chakra de base, qui a également la couleur fondamentale qui est le rouge. Mais ce chakra est la représentation en fait du feu solaire, c'est-à-dire du soleil rouge qui se trouve au centre de la Terre. On parle des forces du sanctuaire. Donc en fait, notre sang est directement en rapport avec le centre de la Terre. Et c'est au niveau de ce centre de la Terre que nous avons, disons, le gisement des forces de la nature. Et ce sont ces forces de la nature-là qui sont mises en mouvement dans la pratique du vaudou. Donc quand on utilise du sang, en fait, c'est pour réveiller les forces et orienter ces forces-là. Ainsi donc, le sang sert de canal entre les forces et les êtres humains. C'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle le sang également la mer rouge. La mer rouge parce que la mer se trouve sur la terre, mais cette mer est en connexion avec les forces souterraines. C'est également en connexion avec les forces célestes. Donc c'est un canal qui sert de pont, de passage entre les forces
du ciel et les forces d'en bas. Ça permet alors de mettre à la disposition de l'être humain les forces d'en haut et les forces d'en bas. On dit alors que le sang, c'est du mana, c'est du principe manasique. Ça veut dire quoi? Le sang, c'est la capacité magique de quelqu'un. Et donc, quand on utilise le sang, en fait, c'est pour opérationner dans la magie. C'est pour forcer la magie à agir de façon instantanée. C'est pour ça qu'on dit vaudou. Et quand le sang gicle dans les pratiques de vaudou, qu'est-ce qui se passe? On constate qu'il y a des adeptes qui rentrent en transe. En fait, les entités ont besoin de ce sang-là pour agir. Restons toujours avec Soleil Maonampon sur la question du sang et du vaudou, qui nous dit que le vaudou peut aussi être pratiqué sans que le sang ne coule, et qu'en lieu et place du sang, on peut utiliser de la lumière pour faire fonctionner la divinité. Écoutons-le au micro de Jacques Maouno d'Almeida. C'est donc un canal qui permet aux êtres humains de faire appel à des forces et de les mettre en mouvement. Dans l'égyptologie, le sang est symbolisé par le Nil. Le Nil, parce qu'on estime qu'il n'y a pas d'Égypte sans le Nil. Et donc le Nil est la source de la prospérité, la source de l'abondance de l'Égypte. Et qui dit Nil parle en fait symboliquement du Noun. Quand on parle du Noun, il s'agit du chaos universel, c'est-à-dire quoi? De la matrice spirituelle à partir de laquelle tout naît. Donc le sang, en fait, c'est cette force chaotique à partir de laquelle tout prend naissance. C'est ça, en fait, le sang. Et donc, quand les pratiquants de vaudou utilisent le sang, en fait, ils sont à la recherche de quoi? Ils sont à la recherche de l'effet. Ils sont à la recherche du résultat. Mais est-ce qu'il n'y a pas une autre possibilité d'avoir le résultat sans utiliser le sang? Bien sûr, la loi dit qu'il y a toujours cette possibilité. Parce que, en fait, excusez-moi de le dire sans piétiner les gens, ce n'est pas notre intention, mais nous avons le devoir, et c'est notre mission, de traduire la vérité spirituelle. On est à la recherche du pouvoir. Et ce pouvoir, l'homme l'a perdu. C'est pour ça qu'il est obligé de faire recours au sang pour avoir le résultat. Sinon, l'homme de connaissance utilise quoi alors? Qu'est-ce qu'on peut utiliser à la place du sang? Ce qui est utilisé à la place du sang, en premier lieu, avant que même les gens chutent, excusez-moi l'expression, ce n'est pas une mauvaise chose en soi, avant que les gens ne commencent pas à utiliser le sang réellement, c'était la lumière qui est utilisée. C'est la lumière qu'on offre aux entités. Parce que quand vous rentrez dans le monde intérieur, en fait, vous rayonnez de la lumière que vous êtes, de la connaissance, de votre degré de connaissance. Et donc, cette lumière est reconnue par les entités. Et donc, les entités négocient avec ceux qui n'ont pas la connaissance, mais les entités obéissent à ceux qui ont la connaissance, ceux qui ont de la lumière. Parce que les entités elles-mêmes ont besoin de cette lumière. Donc, dans la pratique, quand un individu a la capacité d'offrir sa lumière en contrepartie à une entité, cet individu peut solliciter l'aide de l'entité ou bien recommander à l'entité de faire telle chose ou telle chose. Mais quand cette personne n'a pas la capacité d'offrir de la lumière, il ne sait pas comment cultiver de la lumière en lui, comment accroître de la lumière en lui pour offrir à l'entité, il est obligé d'utiliser alors du sang pour avoir des résultats. Cela étonne quand on voit les gens utiliser le sang et avoir le résultat, on dit c'est fini. Mais c'est fini. Le coup, quelle est la contrepartie? On ne peut pas savoir. C'est un comportement qui n'est pas qualifié. Sinon, c'est préférable de savoir la contrepartie et alors de chercher qu'est-ce qu'il faut utiliser réellement pour produire tel résultat. Ce n'est plus le résultat qui est important, mais ce qui est important, c'est la méthode utilisée.
pour avoir le résultat. Donc il y a deux possibilités. On peut utiliser la lumière et nous n'allons pas parler de ça ici maintenant, comment accroître la lumière en soi et faire obéir les entités avec sa propre lumière. C'est ce que la métaphysique recommande au lieu d'utiliser le sang dans les pratiques. Et voilà, ce sera tout pour cette édition. Merci de votre aimable attention. Passez une excellente soirée. Bonsoir.